Merci de cette présentation. Écoutez, je vous invite à lire ce livre, Histoire de l'économie mondiale, notamment la personne qui voulait savoir si on avait des valeurs de PIB. Je vous signale qu'on a des valeurs de PIB pour le 19e siècle. Elles ont été calculées par quelqu'un qui s'appelle Angus Madison, qui a passé 30 ans à l'OCDE à calculer le PIB depuis Tibère dans le monde entier jusqu'à George Bush. Et donc, alors le problème, c'est que ces PIB... Alors, on apprend par exemple que le PIB moyen par habitant de l'Empire romain sous Tibère représentait environ 80% du PIB de la Centrafrique par habitant en 1990. Donc, il y a encore des pays qui ont des réserves de décollage économique considérables. Mais, et vous apprendrez effectivement quelle était la situation. Je vous donnerai d'ailleurs le PIB de la France sous le Second Empire. Je vous signale qu'en 1870, le PIB de la France était 21 milliards de francs. Et donc, les Allemands ont ponctionné 5 milliards de francs. Donc, à peu près un quart du... Voilà. Et donc, en France, en 1918, nous avons réclamé l'équivalent de 300% du PIB de l'Allemagne de 1913. Et nous en avons récupéré 5%. La différence qu'il y a entre les Allemands et nous, c'est que nous, on paie, et eux, ils protestent. Et donc... Et ils continuent à protester parce qu'ils trouvent que nous, on ne paie pas assez. Mais enfin, bref, je vais m'éloigner de ces considérations. Juste deux autres considérations d'actualité. Je suis d'autant plus ravi d'être ici que, d'abord, moi, Napoléon III, c'est un peu comme Zola qui avait été influencé par Victor Hugo. Moi, j'ai été influencé par mes professeurs d'histoire. Et donc, j'ai fait de l'histoire au lycée, à une époque où le grand débat entre les professeurs d'histoire était entre le fait de savoir s'il fallait l'appeler Badinguet ou Boustrapa. Et donc, ils ne voyaient pas d'autre solution dans la dénomination de ce personnage. Et récemment, faisant passer le concours d'entrée à l'École supérieure de commerce de Paris, quand on parle de libre-échange et de protectionnisme aux étudiants, ils vous parlent tout le temps du traité de libre-échange Cobden-Chevalier. Et si vous leur demandez, mais qui sont ces gens? Alors là... silence. Et alors, étant un peu plus pervers, je dis 1860, mais qui était à la tête de la France en 1860? Bon, en soi, c'est pas très grave, mais le jeune docteur, professeur agrégé de sciences économiques, qui faisait passer le concours à côté de moi, une fois que le candidat est parti, il me dit « Et c'était qui, au juste ?» Bon, alors nous sommes dans un club un peu fermé de gens qui savent qui était Napoléon III. Et donc, dans la période où Napoléon III a été à la tête de ce pays, effectivement, l'économie a connu deux crises. Et donc, ce que je vais essayer de vous dire, c'est qu'à cette époque-là, le mot crise prend son sens moderne. C'est-à-dire que le mot crise va être introduit dans l'économie à partir du début du XIXe siècle. C'est sous le Second Empire que le mot crise va prendre son sens moderne en tant que crise financière. Et puis ensuite, j'en tirerai les conclusions sur les crises actuelles, celles que nous vivons. Pourquoi commencer en 1818 ? Parce que pour les historiens de l'économie, ce qui s'est passé, ce qui peut être assimilé à une crise, c'est la première fois, c'est en 1818. Je vous envoie d'ailleurs sur l'économie britannique à l'excellent livre de Kenneth Pomeranz qui raconte, qui s'appelle Une grande divergence, qui explique pourquoi le Royaume-Uni a pris le pouvoir sur le plan économique au niveau mondial. En fait, ce qui s'est passé, et à partir de 1818, on voit le monde qui bascule, ce qui s'est passé, c'est qu'auparavant, les crises, les révoltes, les affrontements qu'il pouvait y avoir dans la société étaient soit des révoltes fiscales, soit des révoltes frumentaires. Bon, d'ailleurs, les deux vont revenir, je pense. Mais les révoltes frumentaires reposaient sur le fait que le diagnostic, d'ailleurs, qui avait été porté par Malthus était assez clair, c'est que l'humanité a besoin de la terre à trois titres. Elle a besoin de la terre pour se nourrir, elle a besoin de la terre pour se chauffer, puisqu'elle se chauffe avec du bois. Et elle a besoin de la terre pour se loger, parce qu'elle utilise les matériaux que lui donne la terre pour se loger. Et Malthus explique que le problème, c'est que si on arrive à nourrir tout le monde, on n'arrive pas à chauffer tout le monde. Et si on veut véritablement chauffer tout le monde, eh bien, il n'y a pas assez de place au banquet de la nature. Ce qu'explique bien Kenneth Pomeranz, c'est que l'économie du XIXe siècle, qui est un capitalisme carbonifère, va faire basculer les crises dans la mesure où la composante chauffage, bois, utilisation du bois pour gérer l'économie et la vie quotidienne de l'humanité va complètement disparaître. Et donc, on a parlé de l'agriculture tout à l'heure, on va libérer considérablement des terres pour pouvoir utiliser effectivement ces terres à produire de la nourriture et favoriser la croissance économique, sachant que simultanément, la quantité d'énergie que fournit le charbon est sans commune mesure avec la quantité d'énergie que fournit le bois.
Et donc, à partir de 1818, apparaissent des crises qui commencent justement à être à la fois frumentaires et dans une modalité nouvelle qui va être la crise du XIXe siècle. Et les crises du XIXe siècle, à partir de Napoléon III, sont des crises essentiellement financières. Alors, le mot crise, d'ailleurs en anglais on ne dit pas crise, on dit distress. Le mot crise, il apparaît dans un livre de Sismondi. Et Sismondi va expliquer effectivement que le capitalisme tel qu'il se construit est en train de générer systématiquement des périodes de ralentissement de l'activité économique, essentiellement par surproduction. Et donc vous avez une image qui est l'image de la manivelle de Sismondi. Il explique que concrètement, on a une puissance technologique telle qu'on va produire trop et avec peu d'hommes. Et donc on va avoir énormément de chômage, et d'autant plus qu'au fur et à mesure que le temps se déplace, il y aura de moins en moins d'hommes susceptibles d'être employés, donc susceptibles d'utiliser et d'acheter les biens que l'on peut produire. Alors pourquoi la manivelle de Sismondi? Parce qu'il annonce qu'en 1850, au rythme où vont les choses, le roi d'Angleterre pourra, en tournant une manivelle, produire tout le textile dont l'Angleterre a besoin. Et donc le problème, c'est que plus personne ne pourra acheter ce textile parce que personne n'aura d'emploi susceptible de générer le revenu permettant d'acheter ce textile. Et donc la crise est théorisée comme étant une crise de surproduction liée à un excès de technologie. Et la réponse à la crise, à ce moment-là, c'est le ludisme, c'est-à-dire il faut casser les machines. Quand arrive Napoléon III, donc si je fais le slide suivant, quand arrive Napoléon III, on a progressé, et c'est sous Napoléon III que va paraître le premier texte qui donne une définition moderne de la crise, qui est le dictionnaire de l'économie politique. Donc ce dictionnaire de l'économie politique qui paraît en 1854, c'est Charles Coquelin qui supervise ça. Il est mort en 1854 quand paraît l'œuvre. Il y a un article crise, et donc on y trouve la définition de la crise, une crise commerciale. C'est-à-dire que la crise, dans le Littré qui paraît en 1863, la crise économique est déjà définie, mais comme crise commerciale. À l'époque, on dit crise commerciale. La crise commerciale est un dérangement subit des affaires qui en trouble la marche et, dans une certaine mesure, en suspend le cours. Elle se manifeste ordinairement par une sorte de discrédit général qui entraîne la dépréciation des valeurs commerciales et des valeurs publiques, et par la cessation ou le ralentissement des escomptes chez les banquiers. C'est ça qui est essentiel, c'est que la crise, à l'époque, est vécue comme un mécanisme plutôt de baisse des prix, avec comme conséquence un ébranlement du système financier. Parce que les gens ne sont pas en capacité de rembourser leurs dettes, et donc vous avez un effet de domino. Ce qui est inquiétant dans l'effet de domino, et ce sur quoi on va essayer de lutter sous le Second Empire et dans les pays voisins, c'est contre le bank run. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des monnaies qui sont des monnaies fiduciaires, et non pas des monnaies métalliques. On voit même commencer à apparaître les premières monnaies scripturales. Et la grande crainte de tous les systèmes monétaires et financiers, c'est le bank run, c'est-à-dire que les gens se précipitent pour récupérer en or l'équivalent de ce qu'ils ont sous forme de billets de banque ou des embauches de comptes courants. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que les crises sont vécues comme étant temporaires. C'est-à-dire la crise est un mécanisme qui doit durer d'avoir une période courte dans le temps, et d'autre part, la crise finit par se résorber. La question qui se pose, c'est est-ce que les pouvoirs publics sont en capacité de contribuer à la résorption de la crise, ou est-ce que la résorption de la crise va se faire de façon automatique, mécanique? Est-ce que effectivement la structure du système monétaire et financier, puisque c'est lui qui est au cœur de la crise, va permettre de corriger spontanément le fonctionnement de l'économie? Le personnage qui va émerger autour de la crise, et justement de cette question, c'est Clément Juglar. Donc je suppose que vous avez entendu parler de Clément Juglar. À l'origine, il est médecin. Et heureusement pour ses patients, il a eu le bon goût de ne jamais en recevoir, car apparemment, ce n'était pas vraiment sa vocation. En fait, sa vocation, c'était de spéculer, et il s'était aperçu que les actions à la bourse montaient et baissaient. Et donc, il fallait être acheté au bon moment et revendre quand ça montait. Et donc, il avait mis au point un certain nombre de techniques pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait. Et puis, il a étendu sa réflexion à des mécanismes qui étaient les mécanismes de formation des prix, non seulement des actions, mais de l'ensemble des prix.
Et donc, en 1862, il publie un livre sur les crises, les crises commerciales, qui est un best-seller, qui va le faire connaître, qui fait qu'en économie, on parle encore de cycle de Juglar, même si peu de gens savent au juste qui c'était. Et donc, là aussi, il définit les crises comme les maladies, donc il est médecin, et elles paraissent une des conditions de l'existence des sociétés où le commerce et l'industrie dominent. On peut les prévoir, les adoucir, s'en préserver jusqu'à un certain point, faciliter la reprise des affaires, mais les supprimer, c'est ce que, jusqu'ici, malgré les combinaisons les plus diverses, il n'a été donné à personne. Alors c'est important dans ce texte parce que c'est toujours d'actualité. Dans les débats entre économistes et entre dirigeants politiques, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a les moyens d'éviter la crise, de la prévoir, d'une part, une fois qu'on l'a prévue, de l'éviter, et si on n'arrive pas à l'éviter, est-ce qu'on a les moyens d'en limiter les conséquences? Et si on limite les conséquences, est-ce que ce n'est pas reporter dans le temps des ajustements permis par la crise? Est-ce que essayer d'éviter la crise à un instant T, ça ne veut pas dire générer une crise beaucoup plus grave 10 ou 15 ans après? Alors qu'est-ce qui s'est passé sous le Second Empire? 1857, effectivement, on parle de crise. Et donc Juglar lui-même définit ce qui se passe. Les mauvaises récoltes, la cherté des céréales par leur retour périodique se rencontrent assez dans notre pays avec l'engorgement du portefeuille des banques et apportent une nouvelle complication à une situation déjà mauvaise. Leur présence n'est cependant pas indispensable pour produire une crise commerciale. La crise commerciale n'est pas donc une crise qui est liée aux mauvaises récoltes. On a quitté les crises alimentaires, clairement. On est dans une crise qui est purement une crise financière. Et donc, elle va se traduire par une baisse des prix. On l'a dit, ce qui est caractéristique dans ce qui va se passer entre 1857 et les années qui suivent, c'est après une phase de baisse des prix assez forte. On va avoir plutôt une sorte de choc charbonnier. Vous l'avez dit, Zola, dans Germinal, raconte une grève qui se passe en 1884. Pourquoi? Parce que dans le Germinal, je vous rappelle, le porion, qui est le représentant des compagnies minières, négocie le prix du charbon avec les mineurs. Les mineurs ne sont pas salariés, ils sont dans un statut artisanal, en liaison, en un lien commercial et contractuel avec des compagnies qui envoient quelqu'un qu'on appelle le porion, qui est devenu, dans le monde minier du Nord-Pas-de-Calais, le contremaître. Mais le porion d'origine n'est pas un contremaître, il n'est pas l'autorité hiérarchique sur le mineur, il est le négociateur de la compagnie. Or, en 1860, le prix du charbon est tel que les mineurs ne font pas grève. Et que c'est plutôt le problème des compagnies et des clients des compagnies, qui sont les compagnies de chemin de fer, que de faire face à une forme de choc charbonnier qui n'est pas de l'ampleur des chocs pétroliers que nous vivons, mais qui n'est pas sans les rappeler. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, la crise de 1857, d'abord, elle commence dans les économies dominantes. Et donc, on a parlé du Royaume-Uni. L'économie dominante, c'est celle du Royaume-Uni. C'est au Royaume-Uni que ça commence. Et puis, ça s'ébranle aussi aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous avez deux mécanismes qui jouent, c'est-à-dire une raréfaction monétaire relative, qui est liée à l'épuisement d'une partie des filons californiens, et la baisse du rendement financier des actions de chemin de fer. Grosso modo, les compagnies minières et les compagnies de chemin de fer sont moins profitables. Et donc, vous avez une baisse assez naturelle. La valeur des actions diminue, puisque les anticipations au profit diminuent. Et comme la valeur des actions diminue, les actifs des banques diminuent, et les banques étant ébranlées, on voit apparaître des premières faillites qui conduisent à un bank run. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc la première faillite a lieu aux États-Unis le 24 août 1857, et le 4 octobre, on va fermer Wall Street parce que les compagnies de chemin de fer ont perdu 30% de leur valeur. Les banques vont être fermées également ce 4 octobre jusqu'au 11 décembre. Donc, quant à la Banque d'Angleterre, qui mène la danse, qui est l'élément clé, la Banque d'Angleterre suspend la convertibilité de la livre. C'est-à-dire qu'elle établit une forme de contrôle d'échange. À l'époque, il s'agit de suspendre la convertibilité de la monnaie par rapport à l'or. Là, on met un contrôle d'échange. Je vous renvoie à ce qui se passe, ce que fait la Banque de Russie en ce moment. En France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la même chose. Les actions des crédits des banques baissent. Donc, j'ai pris l'exemple du crédit foncier. Mais ce qui est important, c'est, à partir de la réaction de la Banque d'Angleterre, la Banque de France, et nous sommes dans un lieu privilégié pour en parler, la Banque de France se pose la question de savoir quelle doit être son attitude. Et vous avez un débat, qui est un débat sur l'évolution du taux d'intérêt, qui est mesuré par le taux d'escompte, avec deux options.
on baisse le taux d'escompte de façon à ce que la dette des compagnies de chemin de fer et des entreprises coûte de moins en moins cher pour leur donner de l'oxygène, ou on augmente le taux d'escompte pour inciter les gens à garder leurs capitaux en banque et pour éviter le bank run. Et donc vous avez un débat sur le rôle que doit jouer le taux d'escompte. Est-ce que le taux d'escompte doit être utilisé pour sauver les banques ou pour sauver les compagnies de chemin de fer? Alors, on va voter une loi en juin 1857 dont l'objectif est en tout état de cause de donner une autonomie de détermination du taux d'escompte à la Banque de France. Et on change le gouverneur, et donc on nomme Charles de Germigny. Il y a des portraits de lui assez délicieux, à tous les sens du terme, parce qu'il paraît qu'il avait installé un cuisinier remarquable, et que le monde de la banque allait chez lui moins pour escompter que pour déjeuner. Bon, donc, Charles de Germigny était un personnage assez haut en couleur, d'après ce qu'a laissé... Et donc, très rapidement, en fait, le taux d'escompte monte pour essayer de sauver les banques. Et Charles de Germigny assume directement la politique. Et il affiche pour la première fois l'idée que le rôle de la Banque centrale, c'est d'être le coordonnateur et le prêteur en dernier ressort du système bancaire, et que l'économie réelle doit être prise en charge par l'État. Si l'État veut sauver l'économie réelle, c'est à la politique budgétaire qu'il doit s'adresser. Sachant qu'on a une politique budgétaire qui, à l'époque, est totalement inerte, puisqu'on a une fiscalité qui est totalement déconnectée de la conjoncture économique, qui est une fiscalité sur le capital et indiciaire. La fiscalité au travers de l'impôt sur les portes et les fenêtres, quel que soit l'état de production et de l'état des actions en bourse, vous avez toujours le même nombre de portes et de fenêtres chez vous. Et donc, vous devez toujours la même chose. Alors... le bilan de tout ça, donc là, ici, vous avez donc le produit intérieur brut en milliards de francs. Donc, en 1854, il est de 16 milliards, près de 17 milliards. Il monte en 1855, il monte en 1856, et en 1857, il se contracte, et ainsi qu'en 1858. Mais si vous regardez au-dessus les indices de la production agricole et industrielle, vous apercevez que ces indices, eux, augmentent. C'est-à-dire ce qui est vraiment secoué dans la façon de calculer le PIB, c'est la valeur ajoutée du secteur bancaire. C'est le secteur bancaire, dans le calcul du PIB, qui va porter effectivement la contraction de l'activité économique. Et, alors que la production en tant que telle, pas la valeur ajoutée, mais la production, elle continue à augmenter. Et en 1858, on a un niveau de PIB qui est inférieur à celui de 1854. Bon. La situation va s'améliorer. Et puis, on va avoir de nouveau une crise dans les années 1863-1867. Et de nouveau, le problème de la crise, c'est l'importation de la crise. C'est-à-dire, c'est la guerre de sécession, la raréfaction de l'apport de coton, et donc la crise de l'industrie textile, et non pas des chemins de fer, avec comme conséquence la crise du système bancaire qui a financé les industries textiles. Et la réponse, et la question reste la même, est-ce qu'il faut monter ou non le taux d'escompte ? Et est-ce que la politique budgétaire doit accompagner le redressement de la situation? Alors vous avez ici les taux de croissance moyens annuels. Vous voyez que la période qui va de 1857 à 1866 c'est effectivement une période qui est une période où l'économie souffre. Le taux de croissance moyen annuel est descendu à 1,5%. Entre 1851 et 1856, on a 3% de croissance. C'est de la croissance en valeur. Et donc, vous avez une partie de la baisse de la croissance qui est aussi une stagnation des prix. Et puis, vous avez la reprise de 1867 qui est assez spectaculaire et qui va échouer, qui va se briser après sur la crise de 1873, qui, elle, est une crise mondiale, bien connue, une crise qui dépasse simplement le cadre des quelques économies développées autour de l'Angleterre et des États-Unis comme la France, puisqu'en 1873, d'ailleurs, nous avons hérité de la crise de 1873 le mot « crack », puisque la crise de 1873 est aussi une crise d'un bank run. Et ce bank run fait du bruit sous les fenêtres de François-Joseph à Vienne, qui fait convoquer Rothschild en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit-là » Et donc, alors en allemand, bruit, ça se dit crack. Et donc le crack, le bruit, écoutez, Rothschild dit « Je ne peux pas grand-chose, j'essaie de colmater les brèches. Mais il faut baisser le taux d'escompte pour essayer de relancer l'activité économique. » Et le ministre des Finances dit « Mais non, il faut le remonter pour... » On est donc toujours dans ce débat qui apparaît à cette époque-là sur le rôle du taux d'escompte. Ici, vous avez la raison de la crise au travers du problème du coton, et le taux d'escompte, je le signale donc, est remonté systématiquement. Encore une fois,
Le débat a lieu, est-ce qu'il faut monter le taux d'escompte ou est-ce qu'il faut le baisser? La conclusion de cette période-là, sur le plan intellectuel et sur le plan économique, c'est que le rôle de la Banque centrale, c'est de s'occuper des banques et qu'elle doit utiliser ces outils pour sauver les banques. À l'époque, sauver les banques, c'est remonter le taux d'escompte. Alors, le budget, lui, ne bouge pas. Je l'ai dit, hein, on a des excédents budgétaires. En pleine crise, on a des excédents budgétaires, ce qui paraîtrait aberrant pour un économiste d'aujourd'hui. Et la dette publique est plutôt stabilisée pendant toute cette période, alors que l'expérience récente a montré qu'à l'heure actuelle, à la moindre crise, la dette publique a plutôt tendance à s'accroître. On est en droit de se poser la question de savoir si on n'est pas passé d'un excès à l'autre. Mais ça, c'est une question que je vous laisse. Donc, pour conclure, le bilan de tout ça, c'est donc sur le plan économique, encore une fois, c'est un débat qui naît et qui va ensuite centrer autour d'un personnage dont je vais citer, qui est Jevons, qui est le grand économiste anglais du début des années 1870, et sur comment est-ce qu'on doit répondre aux crises, est-ce qu'il faut mobiliser ou non l'appareil budgétaire, l'outil budgétaire. Bon. La conséquence de ça, c'est que les économistes vont préconiser à partir de la fin des années 1870 un basculement des fiscalités indiciaires vers des fiscalités déclaratives, assises sur le revenu, qui réagissent au moment des crises en allégeant la charge fiscale pour les entreprises et les ménages pendant la crise, et au contraire en récupérant des ressources au moment de la phase d'expansion du cycle. Alors là, ici, vous avez l'avis de Léon Bouchard. Léon Bouchard, c'est un membre de la Cour des comptes qui, donc on l'a dit, hein, le grand enjeu de la République, c'est de dire du mal de l'Empire, et donc ça c'est traditionnel, et donc on demande à la Cour des comptes un rapport sur la situation économique et sur la façon dont ont été gérées les finances publiques, puisque, on l'a dit aussi, l'essentiel de ce qu'on a comme information à l'époque sur la réalité économique, c'est quand même la situation des finances publiques. Et donc, ce qui est intéressant dans le rapport, vous le lirez, c'est que l'auteur, Léon Bouchard, qui est un jeune conseiller maître à la Cour des comptes, dit qu'en fait, Napoléon III a eu une vision qui était une vision dans laquelle le rôle de l'État était effectivement de garantir le plein emploi. C'est-à-dire la capacité qu'avait l'État d'intervenir dans l'économie, c'était de garantir le plein emploi pour éviter les drames de 1847-1848. Et donc il le fait par des grands travaux, et il l'a fait aussi en organisant, ce que dit un peu plus loin le rapport, des débouchés nouveaux à l'économie au travers du libre-échange. La part des exportations dans le PIB passe de 8 à 23% sous le Second Empire du fait du traité de libre-échange. La question, c'est est-ce que l'État doit aller plus loin? Et encore une fois, question que le XXe siècle tranchera. Alors, William Jevons, lui, va dire, écoutez, il faut adapter la fiscalité. Il définit la crise, le moment dangereux et décisif qui doit désigner ce que frappera la banqueroute et ce qui l'épargnera. Cette crise est signalée par la chute soudaine des prix du crédit et des entreprises. Ce qui est important, c'est que de ces années 1850-1860, le monde anglo-saxon et français, le monde économique développé, retient deux idées. La première, c'est que les outils de politique économique doivent être clairement identifiés et la politique monétaire doit être consacrée à la survie du système monétaire et financier. La politique budgétaire doit s'adapter pour essayer de répondre aux enjeux et aux angoisses de la population au moment de la crise. Et la deuxième conclusion, c'est que la crise est inévitable. Elle est même souhaitable. Et donc elle revient, et à partir de ce moment-là, c'est Charles Gide, qui est le premier professeur d'économie de l'histoire, qui écrit « La question des crises a été étudiée par les économistes de tous les pays avec une curiosité passionnée et à notre sentiment quelque peu exagérée. » J'espère que les quelques propos que j'ai tenus ne vous ont pas conforté dans cette opinion. Néanmoins, je poursuis pour conclure. Il est vrai qu'elle met en jeu tous les facteurs économiques, production, consommation, crédit, prêt, épargne, ce qui rend la chose compliquée, ce qui permet aux économistes d'avoir des opinions divergentes. Mais à raison même de la complexité de tous ces faits, les explications données sont souvent contradictoires et les prévisions formulées aussi décevantes que celles de la science météorologique. Écoutez, je n'en rajouterai pas plus. Merci infiniment. Merci, Madame.